Bonjour, bienvenue à ce 6e webinaire organisé par le Cercle de Wallonie pour les membres du Cercle de Wallonie et surtout organisé avec des membres du Cercle de Wallonie comme orateurs ou oratrices. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bernard Delvaux, donc le CEO de la Sonaca, qui est un patron très emblématique qui fait la une souvent des quotidiens, des magazines économiques ici en Belgique. Et donc, pour parler d'un thème qui vous intéresse tous, c'est à quoi ressemblera l'entreprise de demain, donc l'entreprise après le Covid-19. Alors, pour en parler, évidemment, je suis là aussi pour poser un certain nombre de questions, mais vous savez qu'on essaie aussi d'être très interactif avec les membres du Cercle de Wallonie. Et donc, la première question ne sera pas posée par moi, mais par Cédric Alter, qui est membre du Cercle de Wallonie, qui est avocat au cabinet Janson et qui est professeur à l'ULB. On écoute sa première question avant d'entendre la réponse de Bernard Delvaux. Bonjour. Des mesures temporaires ont été adoptées en réponse à la crise du Covid-19 en vue de protéger ou de soutenir les entreprises. On songe à la suspension de l'obligation de faire aveu de faillite ou encore au système des crédits garantis par l'État. Certaines de ces mesures vont venir à expiration ou bien ne profitent pas aux entreprises qui sont en restructuring ou en réorganisation judiciaire. On entend deux courants pour le moment par rapport à cette problématique. Un premier qui consiste à dire qu'il faut maintenant arrêter de protéger ou surprotéger les entreprises et laisser le marché et le jeu de la concurrence opérer. Celles qui doivent mourir mourront, celles qui doivent survivre survivront. Et un autre courant qui consiste à dire non, il faut soutenir au maximum les entreprises, éviter un maximum de faillites et donc assouplir le cas échéant les conditions d'octroi au crédit ou les conditions légales pour pouvoir envisager une procédure de réorganisation judiciaire. J'aurais voulu connaître vos positionnements par rapport à ces questions. Merci. Alors merci Cédric. Alors Bernard, je résume la question de Cédric. Est-ce qu'on laisse faire Darwin ou est-ce qu'il faut sauver les entreprises ? Je ne pense pas qu'il faut sauver les entreprises, je pense qu'il faut encourager l'activité économique. Là, je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin d'un plan de relance bien organisé, coordonné entre les niveaux de pouvoir, exhaustif. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur tous les axes. On doit travailler sur les axes de liquidité, ce qui a été pas mal fait d'ailleurs dès le début de la crise par le gouvernement, monsieur l'a dit, avec les crédits garantis par l'État, même s'il y a encore quelques problèmes techniques, mais dans l'ensemble, ça venait bien à point. Il faut travailler sur la solvabilité des entreprises, parce que la reprise va être lente. Et donc, ça va poser un problème de solvabilité pour un grand nombre d'entreprises. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai participé aux travaux de l'ERMG à un moment donné sur les grandes entreprises et en particulier sur la solvabilité. Et on s'attend à ce que des milliers d'entreprises soient en difficulté. Dans ces entreprises, il y a sans doute des entreprises zombies, évidemment. Et donc, on doit être quand même discriminant et ne pas bêtement dépenser de l'argent quand ce n'est pas nécessaire. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont simplement devoir être aidés pour passer le cap et faire en sorte que l'activité économique, le PIB, en est un bon indicateur, soit maintenu à un niveau suffisant. Et si on ne le fait pas, alors on fait face en tant que citoyen et que pays à un appauvrissement général. Et cet appauvrissement général va conduire aussi à des rentrées fiscales moins fortes, à un problème pour l'État. Donc tout le monde, je pense, a intérêt à ce que la machine économique redémarre et le plus fort possible et le mieux possible. Et donc ça veut dire travailler sur la liquidité, travailler sur la solvabilité, travailler sur le support aux entreprises en capital. Il y a un très beau plan français qui vient de sortir dans l'aéronautique, qui, je trouve, il est sorti il y a 2 jours, qui prévoit d'ailleurs à peu près 15 milliards d'euros pour soutenir toute la filière, qui est une filière d'excellence en France, avec Airbus, Thales, Safran et toute la supply chain derrière, qui est remarquable justement parce qu'il envisage tous les aspects. Depuis la liquidité, la solvabilité, le support de la concentration des entreprises quand c'est nécessaire, mais aussi le support à la R&D, les commandes militaires qui sont avancées pour soutenir l'industrie, la mobilité du personnel entre les entreprises qui ont besoin de personnel et celles qui en ont trop. Donc, formidable approche exhaustive. Je pense qu'il serait la bienvenue en Belgique aussi. Alors, question bonus, c'est un plan français, mais vous, en tant que Sonaca, vous allez en bénéficier de manière indirecte ou pas ? On va en bénéficier un peu indirectement, parce qu'évidemment, si on soutient les compagnies aériennes, Air France KLM fait partie du plan, évidemment, de la même façon que les Allemands font un plan et qui soutiennent Lufthansa, évidemment, s'ils rachètent des avions chez Airbus ou chez Boeing, nous en profiterons. Mais c'est très indirect. Par contre, ça peut même être une menace pour nous, parce que nous ne sommes ni allemands ni français, et donc on pourrait être à la limite marginalisé par rapport à un protectionnisme français ou allemand qui ne manquera pas de s'installer, puisqu'il y aura beaucoup d'argent sur la table, et une préférence à faire travailler les ingénieurs et les usines françaises ou allemandes. Merci Bernard. Alors, autre question posée par un membre du Cercle de Wallonie que nous aimons tous les deux, que nous connaissons bien tous les deux, Jean-Pierre Di Bartolomeo, donc le patron de la Sewalfin.
Bonjour Bernard, bonjour Hamid. Alors, ma question est simple. Bernard, tu es un patron emblématique, fort écouté par beaucoup de personnes. Dans le cadre de nos activités au niveau de Swalfi, nous avons un programme de sensibilisation à l'étudiant entrepreneur et à tout le monde des étudiants finalement. Alors, ma question est, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux jeunes qui vont sortir d'université ou des études supérieures, et est-ce que tu pourrais donner un conseil aussi sur base de ce que tu peux voir aujourd'hui aux jeunes qui vont entamer des études supérieures en leur disant peut-être que telle ou telle voie serait à privilégier par rapport aux tendances lourdes que tu anticipes. Merci beaucoup. C'est pas facile de conseiller. Bien sûr, chacun a ses préférences, ses talents personnels, et je pense qu'il n'y en a pas qui sont plus valorisables que d'autres. Ce qui apparaît quand même, je crois, très clairement dans une crise comme celle-ci, c'est que la connaissance, la science, on l'a vu, on a dépendu pas mal de temps des médecins, des virologues, des épidémiologistes. La science est importante. Et donc, tout ce qui tourne autour de la création de valeur, autour de la science, que ce soit dans ce que les Flamands appellent les STEM, c'est-à-dire l'IT, l'ingénierie, par exemple. Les sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures habituellement. Oui, c'est ça, mais qui sont des métiers qui ont été pendant de nombreuses années pas très bien reconnus et dont on comprend aujourd'hui qu'ils sont extrêmement importants. Ne fût-ce que, par exemple, quand on se projette dans un monde qui est plus acceptable d'un point de vue environnemental, on va devoir utiliser la technologie massivement, donc on aura besoin de ces gens. Le télétravail, la vidéoconférence, tout ça, évidemment, ce sont des applications de l'IT qui sont très importantes. Les sciences du vivant, certainement. Et puis j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, parce que je crois que on ne peut solidairement partager que la valeur qu'on crée. Il faut commencer par créer de la valeur. Et donc les entrepreneurs, autour de justement ces sciences et ces connaissances particulières, avec un minimum de sciences de gestion, et je m'en voudrais de ne pas en parler puisque je suis actif à HEC Liège, et je pense que c'est très important aussi de pouvoir combiner des sciences de gestion avec des sciences, enfin des connaissances technologiques de pointe. C'est pas toujours les mêmes profils, et c'est la combinaison des deux qui fait vraiment le succès d'une entreprise, d'une start-up. Mais donc, en résumé, filière scientifique plutôt que littéraire pour l'avenir, en tout cas, clairement. Oui, même si j'adore lire, mais si je dois donner un conseil aujourd'hui, j'oriente plutôt dans ces domaines-là. Merci Bernard. Alors, autre question, cette fois-ci de Jérôme Vecchio, donc le président de la Chambre de commerce du Hainaut et membre aussi du Cercle de Wallonie. Bonjour Monsieur Delvaux. Ne pensez-vous pas que nous pourrions utiliser l'épargne des privés et des entreprises afin que le gouvernement wallon émette une obligation wallonne qui permettrait de relancer l'économie régionale? Voilà, ça c'est la question sur la mobilisation de l'épargne. Oui, et c'est une question qui est régulièrement posée. Je me souviens encore de discussions qui ont eu lieu au sein des groupes de travail de l'ERMG, qui, dès le début, en fait, discutaient de la possibilité de mettre en commun ces ressources-là pour les mettre à disposition d'investissements. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions très concrètes et très importantes qui se posent. La première question, c'est la question du risque. Oui. Parce que si on en fait une obligation avec un taux garanti, de l'autre côté, il y a un investissement dans des entreprises à risque. Et donc, c'est très compliqué. Qui va prendre ce risque? Au bout du compte, ce serait l'État. Donc, c'est pas si évident de gérer un fonds comme celui-là. Deuxièmement, il y a la capacité à gérer ces investissements. Si on est amené à investir dans un grand nombre de PME, des centaines de milliers de PME qui ont besoin de participation, ce n'est pas non plus simple de considérer chacune de ces PME, de les valoriser, de savoir avec l'investissement qu'on fait, quel genre de pourcentage auquel on a droit en termes de capital, quel type d'intervention dans la gouvernance. C'est une usine à gaz en fait. C'est très compliqué quand même. Ou alors il faut vraiment faire un système où on parvient à cascader dans les outils d'investissement existants, que ce soit la SFPI au niveau fédéral, que ce soit la SRI pour la Wallonie, PMV pour la Flandre, les invests régionaux qui seraient utilisés. Et je pense que c'est plutôt vers cette idée-là qui s'orientait, sans parler évidemment des contraintes réglementaires pour la création de ce type de fonds. Donc c'est pas très simple à faire. Pour moi, ça reste quand même une idée, et je pense qu'on aura besoin de fonds pour soutenir les entreprises en termes de solvabilité, des enveloppes en mission déléguée qui viennent du fédéral et qui descendent vers les régions, parce que les régions ne peuvent pas financer ça seules, qui sont gérées en partie au fédéral, en partie à la région, j'espère d'une façon coordonnée, et puis qui ensemble peuvent aller aussi vers l'Europe, puisqu'il va y avoir des fonds européens à disposition, et ce serait normal qu'on soit bien positionné, qu'on puisse correctement les investir là où c'est nécessaire en Belgique. Donc,
la notion d'investissement avec des enveloppes mises à disposition me semble indispensable et il faut vraiment qu'on se positionne pour ça. Le fonds qui garantit un taux alors que par ailleurs on fait des investissements à risque avec ce même argent peut poser problème. Alors pour rester toujours à la même question, j'ai envie de dire, est-ce même nécessaire de mobiliser l'épargne du citoyen d'une manière ou d'une autre, dans le sens où, on l'a vu, la région wallonne vient d'emprunter sur les marchés financiers, ça a été sursouscrit à des taux très très bas, et donc pour reprendre l'expression de Jean-Luc Ruck, est-ce que c'est même nécessaire d'avoir de l'argent ou d'utiliser l'argent des citoyens, puisque les marchés financiers, pour le moment, font confiance? Voilà, et c'est ça, c'est le pour le moment qui est important. Parce que, bon, d'abord, je vois que le dogme autour du budget au niveau européen est en train de se relâcher, et je crois que c'est une très bonne approche. Dans les circonstances actuelles, les grands pays ont bien compris qu'il fallait investir beaucoup d'argent, et pour ça, le cas échéant, il faut en imprimer. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Si vous regardez ce que la France prévoit de mettre en place, c'est des centaines de milliards d'euros. L'Allemagne, à elle seule, a prévu un plan pour 1000 milliards d'euros, hein, ce qui doit être 30-35% de son PIB. L'Europe, évidemment, suit le mouvement, hein, avec ses 750 milliards d'euros. Donc, on va imprimer de la monnaie. Les États-Unis font pareil, hein, 2200 milliards de dollars en soutien à l'économie. Hélicoptère money, entreprises, etc. Cet argent va être imprimé. Donc on pourrait même imaginer à un moment donné, je ne suis pas un grand spécialiste, que si ça se passe de la même façon dans les différents continents et dans les grandes économies, on annule cette dette. Maintenant, jusqu'à quel moment est-ce que la confiance est suffisante pour qu'on trouve le financement nécessaire? Le jour où la confiance a disparu, c'est trop tard. Et c'est là, je pense, que le risque se situe. Donc mieux vaut avoir trop que pas assez. Alors, autre question d'une autre membre, cette fois-ci, une dame donc du Cercle de Wallonie, Nathalie Lucchese, CEO d'Easy Partners. Bonjour Monsieur Delvaux, Nathalie Lucchese d'Easy Partners. Dans le cadre de cette pandémie, nombreuses sont les entreprises ayant dû réinventer leur organisation de travail. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures à prendre par un patron de PME pour assurer l'épanouissement de son personnel en télétravail tout en pérennisant les performances de son entreprise? Dans une population ouvrière, quelles mesures équivalentes pensez-vous qu'il serait possible de prendre? Merci pour votre réponse. Nathalie vous demande de jouer au consultant, mon cher Bernard. Oui. Je crois qu'on a tous appris de la période de confinement. Pour l'école blanche, ce que nous, on a observé, mais c'est juste l'expérience Sonaca, on a appris deux choses. Je pense qu'on a appris qu'on pouvait probablement plus efficacement qu'on pensait travailler en télétravail. Et j'imagine qu'on sera plus souple dans le futur qu'on l'a été dans le passé. On s'est rendu compte que ça pouvait, dès lors qu'on travaille sur base des résultats et pas sur base des tâches, on peut, je pense, simplement se dire 2 jours, 3 jours par semaine, on peut travailler en télétravail, mieux utiliser les espaces communs, éviter des problèmes de mobilité sur les routes. Donc il y a toute une série d'avantages. Mais au même moment, on s'est rendu compte que travailler totalement en télétravail, ça ne marchait pas non plus. Donc je crois qu'on a encore besoin d'aller chercher l'énergie dans le contact avec les autres. On a encore besoin de se rencontrer pour résoudre des problèmes. Hein. Et c'est plus facile de les résoudre en face-to-face qu'à distance. Et donc, je pense qu'on va pencher vers plus de télétravail que dans le passé. On va l'accepter plus facilement. Mais c'est pas pour ça, je crois qu'on doit passer à 100% de télétravail. Le deuxième enseignement pour nous, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour notre industrie, c'est qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, on pouvait éviter des voyages. Et c'est pas une bonne nouvelle pour notre industrie parce que vous savez qu'elle dépend beaucoup des voyages d'affaires, les business class, etc. Et il y a même des études qui sortent pour l'instant et qui projettent que probablement dans les années qui viennent, les voyages d'affaires vont se réduire de 15%. Ce qui n'est pas sans impact sur les compagnies aériennes, sur les avions, etc. Et je crois que c'est vrai. Je crois que là aussi, on se rend compte que dans beaucoup de cas, on peut avoir un certain nombre de réunions à distance. Ça n'empêchera pas qu'on aille sur place aux États-Unis, vérifier l'état de nos usines et de nos comptes, mais peut-être un peu moins régulièrement, dès lors qu'on a un management de qualité et qu'on peut interagir d'une façon plus efficace en vidéoconférence. Ça, c'est pour l'école blanc. Pour l'école bleue, c'est beaucoup plus compliqué. Et en particulier, quand on travaille sur un produit physiquement, comme c'est le cas chez nous, je ne pense pas qu'on a des alternatives à la présence physique de nos travailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est largement accepté.
Alors parlons de vous. Alors quand je dis vous, pas vous en tant que Bernard Delvaux, personne physique, mais en tant que CEO de la Sonaca. Comment se sont passés ces derniers mois en tant que patron de la Sonaca, dans le sens où vous avez quand même subi 2 tsunamis, donc l'arrêt de production du Boeing 737 MAX, et puis malheureusement, comme nous tous, cette pandémie. Comment est-ce que vous avez passé cette double épreuve? 2 Black Swan, hein, vraiment 2 Black Swan de suite. 2 Black Swan, oui. Le premier, c'était, je pense, 17 décembre, quand Boeing a décidé l'interruption complète de la production du 737 MAX, ce qui était totalement inattendu, puisqu'ils continuaient à produire, ils annonçaient que la recertification allait arriver. Et il faut savoir que ça a été un choc terrible pour l'industrie américaine de l'aéronautique, puisque ça représente, chez nous, 40% du chiffre d'affaires de notre filiale américaine, 20% du groupe, mais ça représente 50 à 60% du chiffre d'affaires de l'aéronautique commerciale américaine. Donc c'est la moitié d'une industrie qui est à l'arrêt. Donc on a dû s'adapter, et comme on le fait aux États-Unis, c'est-à-dire très rapidement en réduisant l'effectif, avec en perspective le fait que ça allait redémarrer, donc une complexité, on ne pouvait pas brusquement tomber à zéro pour remonter en compétences et en effectifs, donc on a dû garder plus d'effectifs que nécessaire et essayer d'amortir le choc en termes de cash. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en janvier-février, avec en plus beaucoup d'incertitudes qui venaient de chez Boeing, changement de direction, top management, un CEO avait changé, et une entreprise qui cherchait ses marques clairement, qui ne les a pas totalement trouvées d'ailleurs entre-temps, et qui avait du mal à donner une direction claire sur quand ils allaient redémarrer, à quel rythme. Donc c'était un premier choc, mais qui était localisé aux États-Unis et au Mexique, hein, qui fournit les États-Unis. Et puis malheureusement, 18 mars de mémoire, c'est le jour où nous avons arrêté totalement nos activités en Belgique à cause du coronavirus, parce qu'il y avait un risque d'une personne positive au bureau d'études, ce qui a provoqué une anxiété générale dans l'entreprise. Et donc tout le monde, à un moment donné, a arrêté le travail en disant qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé, dans le contexte de l'époque, de mettre tout le monde en chômage économique. Donc depuis l'ouvrier jusqu'aux membres du comité de direction, tout le monde a basculé en chômage économique complet. Et puis on a redémarré progressivement, en Belgique spécifiquement, 3% la semaine suivante, 5 à 10% la semaine qui suivait, etc. Et ça s'est passé de la même façon, mais à des périodes différentes dans les différents pays. On avait commencé en février en Chine. Notre usine chinoise a été fermée pendant 3 semaines avant toutes les autres. Hein, donc on a subi le coronavirus en Chine d'une façon extrêmement structurée et dirigée en fait par les autorités. On a connu des situations beaucoup plus un peu sauvages et désorganisées au Brésil par exemple ou aux États-Unis. Hein, où là, chacun décidait un peu ce qu'il voulait faire, et où on a été perturbé. Et donc, grosso modo, nous avons perdu 2 mois de production, qui évidemment ne sont pas neutres dans une entreprise comme la nôtre, avec tous les problèmes de supply chain. Mais finalement, c'est un problème secondaire, dans la mesure où, pour nous, le problème qui se pose maintenant est bien plus grave, c'est l'impact long terme de la crise sur notre métier. Justement, ça m'amène à l'autre question, c'est, on le voit bien, la reprise économique, elle est lente, on s'y attendait. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est le patron d'une entreprise qui emploie 1500 personnes à Gosselies notamment, pas que, mais voilà, pour reprendre en mode dégradé, c'est-à-dire avec des clients qui sont mal en point, l'industrie aéronautique, et puis des fournisseurs qui eux-mêmes sont fragilisés. C'est pas simple, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation, puisque l'acteur le plus solide dans l'aéronautique mondiale aujourd'hui, c'est Airbus, clairement, c'est pas Boeing. Ne parlons pas de Bombardier et Embraer qui sont dans une situation proche de la faillite. Hein. Donc le plus solide c'est Airbus, et Airbus lui-même dit nous sommes en très très grosse difficulté et nous ne pouvons pas prévoir le futur. Et pourquoi ne peuvent-ils pas prévoir le futur? Parce qu'en fait les avions ils les ont vendus dans beaucoup de cas, hein, ils ont des promesses d'achat, ils ont des options signées, ils ont parfois des avances qui ont été payées, mais les compagnies sont dans l'impossibilité de prendre en charge les avions et les paiements qui vont avec. Ils n'en ont plus besoin et ils n'ont plus l'argent pour les payer. Et beaucoup de compagnies sont d'ailleurs dans des situations de quasi-faillite. Le fait que les États vont aider Lufthansa, KLM Air France, ou même aux États-Unis, hein, parce qu'il y a un support massif à l'industrie aux États-Unis, va normalement relancer un peu la machine, mais on s'attend à ce que nous soyons, fin de cette année, certainement 40% en dessous de 2019 en charge de travail, et que nous soyons probablement dans les années qui viennent, progressivement de retour vers le niveau de 2019, mais probablement pas avant 2025. Ah oui. Donc ça donne une indication de... On va se retrouver à moins 30, moins 25, moins 20% pendant des années.
très probablement avec toutes les prévisions qui sont en place pour l'instant et qui sont assez bien partagées dans l'industrie. Et donc nous, ça nous oblige à raisonner avec le court terme en vue. Aujourd'hui, on fait 60% de chômage économique sur Gosselies. Tout le monde le comprend parce qu'on communique largement, donc tout le monde est bien au courant. Dans quelle mesure c'est soutenable, ça c'est un autre problème. On sera encore, je le disais tout à l'heure, 40% de chômage économique fin de cette année. Et la Belgique, de ce point de vue, est bien munie. L'outil du chômage économique est un bon outil pour les entreprises et pour les individus. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Dans beaucoup de pays, le chômage économique n'existe pas, ou s'il existe pour une période très très courte. Il a parfois été mis en place à l'occasion du coronavirus, mais de nouveau pour des périodes très courtes. Donc nous avons déjà réduit le personnel de plus de 1200 personnes depuis le 1er janvier, aux États-Unis, au Canada et au Brésil, typiquement. Et on n'est pas au bout du chemin. Alors Bernard Delvaux, tous les économistes le disent, la particularité de cette crise, c'est que c'est à la fois un choc de l'offre et de la demande. Alors l'offre, elle est en bon état, il n'y a pas eu de bombardement, les usines chez vous à Gosselies tournent, etc. Le vrai problème, c'est la demande. Et donc au-delà de votre propre industrie, vous en avez parlé, que faut-il faire pour que cette demande soit là présente et permette justement aux entreprises de redémarrer en rythme normal? Il y a une belle inspiration à aller trouver dans le plan français de support à l'aéronautique. Pas qu'on devrait faire un plan aéronautique en Belgique, parce qu'on n'est pas dans la même situation que la France, avec une industrie aussi structurante et aussi importante que la leur, mais parce qu'en fait, ce plan est extrêmement exhaustif. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on doit travailler sur tous les leviers. On doit travailler sur des leviers de liquidité à court terme pour financer les entreprises qui en ont vraiment besoin à court terme. On doit travailler sur des leviers de solvabilité en support aux entreprises pendant toute la phase de redémarrage. Ça veut dire parfois aussi des supports en capital ou en prêt subordonné, des interventions risquées évidemment en capital dans ces entreprises qu'on doit faire avec du privé, avec du public privé ou avec du public dans certains cas. On doit travailler sur la demande. Alors, il y a deux façons de le voir et elles sont complémentaires, mais il y a la demande individuelle. La demande du consommateur, dont on parle beaucoup en Belgique pour l'instant et sur laquelle on met beaucoup l'accent en Belgique. Je trouve qu'en Belgique, c'est très important aussi comme partout ailleurs, mais on a le système du chômage économique qui est en place et qui, de facto, normalement, s'il est maintenu en place jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, devrait faire en sorte que la demande individuelle soit satisfaisante. Donc le problème, c'est plutôt aider l'entreprise plutôt que d'aider... Non, ou aider la demande de l'entreprise. Je prends un autre exemple qui est très important aujourd'hui. Les entreprises qui sont dans des marchés commerciaux voient leurs revenus diminuer brusquement et mettre beaucoup de temps pour remonter. C'est vrai aussi dans l'automobile et dans d'autres secteurs. Toutes ces entreprises mettent le pied sur le frein en termes d'investissement. Donc tous les investissements sont bloqués, les dépenses en CAPEX sont annulées ou postposées, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui fabriquent des biens d'équipement vont quand même pouvoir survivre dans ces temps difficiles? Peut-être simplement en essayant de compenser cette demande qui vient du monde commercial par le public. Ça peut se faire par des investissements publics productifs. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on pourrait faire progresser la justice en l'équipant mieux avec des meilleurs bâtiments, avec de l'informatique, etc. On pourrait faire la même chose avec l'enseignement, où les bâtiments sont quand même dans un état déplorable et où on a vu qu'on n'était pas très bien équipés. On a des besoins en mobilité, que ce soit d'ailleurs les transports en commun un peu partout en Belgique. Donc ce sont des investissements productifs. Je ne parle pas d'augmenter la dépense courante, je parle en fait de soutenir la demande par des investissements privés ou publics productifs qui nous aident pour le futur. Une autre façon de faire que la France va mettre largement en œuvre, et elle n'est pas la seule, les Américains font la même chose, c'est anticiper des dépenses militaires qui vont soutenir l'industrie typiquement aéronautique par des dépenses militaires qui auraient lieu quand même et qui vont être anticipées pour laisser la place à des investissements commerciaux quand l'économie a repris sa place. Donc toute cette dynamique-là est très très importante. La dernière façon de soutenir l'économie dans un plan de relance, c'est de faire en sorte que le marché du travail soit plus fluide. Certaines entreprises vont avoir un excès de personnel pendant un certain temps. C'est pas pour ça qu'elles veulent définitivement se séparer des gens. Et a fortiori, c'est pas pour ça qu'elles veulent perdre les compétences qu'elles ont mis des années à construire. Donc comment est-ce qu'on permet à ces gens qui sont en excès pendant un certain temps de travailler là où on en a besoin? Une sorte de portage salarial, des choses pareilles. Oui, des plateformes d'échange de compétences. Et de faire en sorte que, le cas échéant, ces gens restent attachés à l'entreprise initiale, gardent leurs liens et leurs droits, mais soient à disposition d'une autre entreprise qui en a besoin. Dans les STEM, par exemple, il y a des besoins un peu partout, et ils vont continuer. Dans les sciences du vivant, il y a
des besoins un peu partout. Et donc, à un moment donné, si par exemple il y a des nouveaux programmes aéronautiques qui arrivent, parce qu'Airbus décide de lancer un nouvel avion ou Boeing, que nous puissions, évidemment avec leur accord, récupérer ces compétences, et tout le monde est heureux. Donc toute cette dynamique de fluidité du mouvement du travail est importante aussi. C'est ça que j'appelle le plan de relance, plus que de dire on va donner un chèque à l'un ou à l'autre. Alors, une des manières aussi de soutenir la demande, c'est de redonner confiance aux citoyens, aux consommateurs. Et une des manières de le faire, c'est, comment dirais-je, de rendre ces tests, ces traçages, je dirais, de manière un peu plus massive. Or là, vous êtes plutôt assez mécontent de la manière dont la Belgique traite cet aspect-là. On doit se demander ce que je viens faire dans cette histoire. Parce que je ne suis ni virologue ni épidémiologiste. Non, il se fait qu'en fait, avec l'Union Wallonne des entreprises, très très tôt, juste après le confinement, on s'est mis autour de la table avec quelques personnes en se disant on doit préparer le déconfinement. Parce qu'on s'est dit le confinement est déjà dramatique, mais il est rapide, c'est assez clair, mais le déconfinement va être compliqué. Et comment est-ce qu'on l'anticipe et comment est-ce qu'on le favorise? Et on s'est mis d'accord qu'il y avait un certain nombre de choses qui allaient être sur le chemin critique. La première, c'était les masques. On a fait une commande groupée de masques. On a commandé 3 millions de masques finalement en Chine pour plus de 1000 entreprises qui ont commandé via l'Union Wallonne et qui ont été servis. Ça a été la jungle, ça n'a pas été simple, mais au bout du compte, ils ont été servis relativement rapidement et je pense que dans l'ensemble, ils sont satisfaits. Donc ça, on pensait que c'était un élément important du redémarrage, la mise à disponibilité de masques. Et puis on s'est dit, est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans le testing tracing, aussi pour éviter qu'on se retrouve dans la situation que nous avions connue le 18 mars, où sur base d'un symptôme, toute l'usine s'arrête. Et on se disait, bon, si quelque part en avril ou en mai on redémarre et puis qu'il y a un problème et que tout s'arrête de nouveau, c'est la catastrophe. Et donc on voulait savoir quel rôle on allait jouer dans la procédure end-to-end de testing tracing. Et pour ça, on essayait de comprendre à quoi elle allait ressembler. Et surtout, est-ce que nous allions, nous, devoir jouer un rôle? Comment est-ce qu'on va être informés? Comment est-ce que, par exemple, les collègues d'un ouvrier symptomatique allaient savoir s'ils avaient quelque chose de différent à faire le lendemain, parce qu'il était positif ou pas, et parce qu'ils avaient été en contact avec lui ou pas. Et pour avoir pas mal interagi avec le régional, le fédéral, les cabinets, etc., on n'a jamais trouvé, en fait, une responsabilité end-to-end sur le processus. Et on a vu beaucoup d'échanges du type ping-pong, en disant « c'est pas moi, c'est l'autre », avec aussi une énorme difficulté à décider. On l'a encore vu avec l'application. Est-ce qu'il faut une application? Est-ce qu'il ne faut pas une application? Quel test est-ce qu'on va mettre en œuvre, PCR ou antigène, ou les deux, qui va payer? Toujours cette espèce de focalisation budgétaire, parfois sur des très petits montants par rapport à l'enjeu dont on parle, mais visiblement une dynamique qui n'a pas bien fonctionné dans ce cas-là, clairement, et qui malheureusement est le reflet de notre complexité institutionnelle et du fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui décide au bout du compte sur la totalité, parce qu'il n'y a pas une personne ou une autorité, et a fortiori, on ne voit pas très bien qui est responsable du résultat. Bien sûr, puisque personne n'est responsable de la décision, personne n'est responsable du résultat. Vous n'êtes pas un peu trop dur, Bernard, dans le sens où je comprends ce que vous dites et vous avez raison, mais on le voit en France, c'est quand même un pays très centralisateur, jacobin. Ils ont aussi quand même quelques problèmes sur ce plan-là. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on a une bonne organisation, un bel organigramme dans une entreprise que l'entreprise fonctionne bien. Par contre, si on a vraiment un mauvais organigramme, alors c'est d'autant plus difficile de faire fonctionner l'entreprise. Je pense qu'on est aujourd'hui, du point de vue du testing, tracing, moins avancé, aujourd'hui, que l'Allemagne le jour du confinement. Oui, ça c'est dramatique. Et c'est ça le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est passé 2 à 3 mois. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, mais le système est tel que c'est vraiment très compliqué d'arriver à une conclusion et a fortiori de la mettre en œuvre. Alors Bernard Delvaux, je vous suis à la trace, si je puis dire. J'ai lu un certain nombre d'articles, d'interviews que vous avez accordés à mes confrères de la presse économique, et quand on vous lit, on a l'impression que vous pensez que le personnel politique est frappé à la fois de surdité et de myopie, dans le sens où il semblerait ne pas voir qu'il y a une grogne sociale qui est en train de monter et qui pourrait être dangereuse socialement, mais aussi, je dirais, au niveau économique. Non, d'abord, je ne voudrais pas paraître comme un donneur de leçons, oui. Parce que je pense que le personnel politique a un travail extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Ce sont des gens qui travaillent très dur, qui ne comptent pas leurs efforts, qui ne comptent pas leurs heures,
Donc j'ai beaucoup de respect pour le personnel politique et vous ne me verrez jamais critiquer personne, ni un parti, ni une personne spécifique. Par contre, je constate depuis quelques années, c'est pas nouveau, hein, ça ne date pas du coronavirus, je constate quand même depuis quelques années que objectivement les résultats ne sont pas là. C'est pas seulement la Belgique, mais c'est aussi vrai en Belgique. Globalement, l'Europe s'appauvrit et prend du retard. Et spécifiquement au sein de l'Europe, la Belgique s'appauvrit et prend du retard. Et c'est indiqué par les indicateurs économiques ou sociaux universellement reconnus, publiés d'ailleurs sur le site d'Itinéra toutes les années, puisqu'ils sont mis à jour, et ils montrent que chaque année on se dégrade. Sur beaucoup d'indicateurs objectifs, indépendants, on se dégrade, on s'appauvrit. Et ça m'inquiète. Et ça m'inquiète parce que je ne pense pas que nous sommes prêts à accepter l'idée que nous sommes moins riches, que nous allons moins bien vivre, à supposer que l'argent soit la bonne référence, évidemment. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire tout va bien et de l'autre constater que les indicateurs disent le contraire. Donc je crois qu'on a un vrai souci qui nécessite qu'on remette en cause la façon dont on fonctionne. Et la difficulté que j'ai, c'est que je vois comment ça se passe dans les entreprises qu'ils ne font pas, elles disparaissent, elles meurent. Évidemment, la Belgique ne va pas mourir, mais nous risquons à ce moment-là d'aller vers un autre type de chaos. Et cet autre type de chaos, je pense que, on l'a vu, c'est le désordre. Hein. C'est la révolte dans certains cas, locale ou générale, peu importe. Mais c'est en tout cas pas une situation que je trouve satisfaisante. Et je pense qu'on doit gérer ce virage en l'anticipant beaucoup plus. C'est peut-être le principal défaut de notre modèle politique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas conçu pour anticiper. Et il n'anticipe pas d'ailleurs, on l'a encore vu dans le cas du coronavirus. Et donc c'est un peu ça. Et d'où l'idée que je ne suis pas le seul d'ailleurs à soutenir depuis déjà pas mal de temps, qui est de dire, fixons-nous des objectifs à plus long terme et gérons ça par projet à plus long terme. De sorte d'avoir ce mouvement, ce souffle, cette inspiration dont les gens ont besoin aussi. Alors justement, ça m'amène à ma dernière question, Bernard Delvaux. Vous êtes un ancien McKinsey Boy. Comment transformer cette crise en opportunité ? Quelle perspective ou quelle solution vous pouvez préconiser, non seulement aux membres du cercle qui nous regardent, mais plus globalement ? Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous voulez réussir une transformation, il faut ce qu'on appelle chez McKinsey une burning platform. C'est cette image de la plateforme de forage qui prend feu, et si on est sur cette plateforme, on n'a pas le choix, il faut qu'on se jette à l'eau, sinon on brûle avec elle, même si l'eau est froide en mer du Nord. Et cette image de la burning platform qui va forcer la transformation dans n'importe quelle organisation humaine, je pense qu'elle s'applique aussi dans ce cas-ci, et j'ai l'impression que la burning platform, elle est bien vivante. Elle est bien vivante dans la tête des citoyens, qui ne savent pas non plus très bien à quel chemin il faut prendre, quelle direction il faut prendre, mais qui se rendent compte que le statu quo n'est pas vraiment une option, et qu'on ne peut pas continuer comme ça, et qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Et donc, la population, je pense, est prête pour qu'on lui indique un certain nombre de directions dans des domaines précis. Je ne crois pas en un objectif, je ne crois pas en un moonshot. Je crois en des objectifs très concrets, moyen terme, 5, 10 ans, 15 ans, dans des domaines bien précis, que ce soit toute la problématique de la sécurité sociale, que ce soit la mobilité, que ce soit l'énergie, que ce soit toute la problématique de la migration, etc. Qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire, partager, qu'on puisse partager ça avec tout le monde, que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire que chacun voit comment il peut individuellement contribuer, très important, sinon si les gens se sentent mis de côté, ils ne vont pas accepter cette transformation et ils ne vont pas y contribuer. Et puis alors on est parti. Mais aujourd'hui, ne fût-ce que se fixer ces objectifs, que ce soit d'ailleurs au niveau belge ou au niveau européen, on n'a pas été capable de le faire. Nous n'avons plus cette vision du futur qui nous fait dire que nos enfants vivront mieux que nous. Et ça nous manque. En tout cas, moi, ça me manque. J'ai envie de rêver, j'ai envie de partager cette inspiration. Et dans les entreprises, typiquement, on travaille beaucoup là-dessus. Avec notre personnel, en permanence, on essaye d'avoir 3 à 5 ans de vision et de communiquer cette vision. Et le jour où on n'a plus cette vision, tout le monde dit « oui, mais on va où ?» Et je pense que c'est le genre de réflexion qui doit vraiment prendre place en Belgique aussi, idéalement en Europe, mais surtout en Belgique. Le sentiment d'urgence, il est là, la crise, elle est là. Je pense qu'on est tous conscients qu'économiquement, on va passer par une période longue et compliquée. C'est le moment de, à mon avis, se retrousser les manches et dire où est-ce qu'on veut être dans 3 ans, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, et comment est-ce qu'ensemble on y arrive. Je trouve que c'est un beau moment de ce point de vue-là, et j'espère qu'on pourra saisir l'opportunité.
Bon, on terminera sur cet aspect positif, notamment sur l'importance de la vision. Merci à Bernard Delvaux, à la fois pour son temps, pour son expertise, pour son partage. Merci aussi aux membres du Cercle de Wallonie qui regardent ce webinaire pour leur attention. Et puis vous dire qu'on vous retrouve très très prochainement avec Georges-Louis Boucher, le président du MR, et Roland Gillet, professeur à la Sorbonne à l'ULB et aussi président du Cercle de Wallonie. À tout bientôt, merci.